Nous sommes déjà au 7e épisode du podcast Passage. Merci de continuer à nous écouter en aussi grand nombre. Cet épisode a été enregistré il n'y a pas si longtemps, au cours du leg 4 de l'expédition Amundsen. Alors que nous étions toutes les deux à bord de l'Amundsen pendant ce périple de 28 jours, j'ai prêté mon micro à ma collègue Amélie pour discuter des contaminants en Arctique avec les 3 prochains invités. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Passage, un podcast scientifique présenté par Amundsen Science et enregistré à bord du brise-glace de recherche Amundsen. Mon nom est Amélie Desmarais, je suis coordonnatrice chez Amundsen Science et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, nous avons avec nous 3 spécialistes pour discuter des contaminants en Arctique. Donc, Lars-Erik Heimberger-Boavida, chercheur CNRS à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille. Bonjour Lars. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Super. Nous avons aussi Jeroen Sonke, directeur de recherche au CNRS au laboratoire Géosciences Environnement Toulouse. Bonjour Jeroen. Bonjour Amélie. Et finalement, Mélanie Grenier, chercheuse CNRS au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale de l'Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse également. Bonjour Mélanie. Et bonjour. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes présentement à bord de l'Amundsen, bien au-delà du cercle arctique. La plupart des scientifiques ainsi que les membres d'équipage sont embarqués à bord du navire à la base spatiale Pituffik au Groenland il y a environ 2 semaines. C'est votre cas? Oui? Vous êtes embarqués là? Parfait. Depuis, nous avons réalisé de multiples opérations dans le détroit de Nares, un passage séparant le Canada du Groenland et reliant l'océan Arctique à la baie de Baffin. Aujourd'hui, nous tenterons d'en apprendre davantage sur la présence de contaminants en Arctique et ailleurs aussi, parce que vous travaillez également sur d'autres régions de la Terre, ainsi que discuter de la présente campagne d'échantillonnage et de comprendre les enjeux liés aux contaminants. Donc, merci encore une fois d'être avec nous. Donc, tout d'abord, est-ce que tout le monde se sent bien? Personne n'a trop le mal de mer aujourd'hui? C'est vrai que ça bouge, ça va. Oui, ça bouge un petit peu plus. Donc, on a aujourd'hui là, entre 2 à 3 mètres de vagues. Là, je pense que ça a diminué un petit peu, mais c'est un petit peu plus élevé que ce qu'on a à l'habitude. Donc, contente de savoir qu'on est tous bien en forme. J'aimerais qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui par se présenter. Présenter un petit peu aussi notre rôle sur l'Amundsen. C'est quoi les objectifs de recherche dans le fond, qui justifient votre présence à bord, puis à bord de cette mission. Fait que peut-être, Mélanie, voudrais-tu commencer? Oui. Donc moi, j'ai rejoint l'équipe Refuge Arctique, donc ce projet pour analyser des traceurs géochimiques qui permettent de marquer notamment l'érosion continentale. Donc dans cette région qui est peu profonde, bordée de glaciers, soumise à la banquise, il y a beaucoup d'apports en fait continentaux qui se font par différents moyens, par l'atmosphère, par les rivières, par le sédiment. Et donc, on a des marqueurs qui nous permettent, quand on les mesure dans l'eau de mer, qui nous permettent de remonter au flux d'érosion associé à cette région. OK. Fait que ce que tu mesures dans l'eau, par exemple, ou dans les carottes de glace même, ça va te permettre de voir l'érosion qu'il y avait. Exactement, oui. Okay. Dans les carottes de glace, plus ce qui provient de l'atmosphère. OK. Et dans l'eau de mer, ça va être un mélange de ce qui provient de la fonte de glace de mer, aussi de la resuspension du sédiment, par exemple. Puis j'imagine que si tu es proche des côtes ou proche d'un glacier, l'apport est plus élevé. C'est ça. Justement, l'objectif, c'est d'arriver à caractériser quelles sont les signatures des différentes sources qui sont présentes dans cette région et qui sont nombreuses. OK, super. Et toi, Lars? Je m'intéresse au mercure. Dans tous les océans, mais notamment dans l'Arctique, parce que les animaux en Arctique, ils sont des concentrations beaucoup plus fortes qu'ailleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, on se casse encore toujours un peu la tête pourquoi c'est le cas, parce qu'il n'y a pas de sources anthropiques, pas de centrales à charbon dans cette région-là. Donc on essaie de bien comprendre combien de mercure est dans l'océan Arctique et quels sont les gros échanges avec d'autres compartiments, avec l'atmosphère, avec l'océan et l'érosion par exemple aussi.
OK. Parce que ces contaminants-là, ils se retrouvent en Arctique, mais c'est pas de là qu'ils viennent. C'est ça que je comprends. Exactement. Il doit venir d'ailleurs et on n'a pas très bien compris encore aujourd'hui d'où il vient exactement et quelles proportions sont quelles sources. Et vous savez bien que l'Arctique, c'est un océan qui change dans la saison fortement. Hein. La moitié de l'année, c'est la nuit. Et toutes les sources pour le mercure et pour plein de contaminants et d'autres éléments, ils sont très saisonniers aussi. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas très bien compris les cycles complets de mercure notamment. Et toi, Jeroen? Donc moi, mon rôle, c'est d'explorer la présence des microplastiques dans le détroit de Nares, ici. La présence des plastiques, des déchets plastiques, elle est bien connue à travers l'Arctique. Par contre, les microplastiques, dont des particules très fines jusqu'à 1 micromètre, invisibles à l'œil nu, ont été beaucoup moins documentés. Donc moi, je regarde dans tous les milieux présents, donc dans l'eau, dans la glace de mer, dans l'eau de fond des glaciers groenlandaises et canadiennes. OK. Puis, il y en a des plastiques dans l'eau de fonte des glaciers, par exemple? Donc pour les tout petits microplastiques, je ne peux pas le dire tout de suite. OK. Là, ce que je fais à bord de l'Amundsen, c'est donc de prélever tous ces types d'échantillons, de les filtrer. Et après les filtres, je vais les amener au laboratoire en France, à Toulouse, pour les examiner sous des microscopes très puissants. Ça doit être quand même compliqué de trouver ces plastiques-là qu'on voit même pas à l'œil nu. Tu dis qu'il faut que tu les ramènes à ton laboratoire. Ouais, tout à fait. vachement C'est un rapport. travail qui va prendre des années, même après la campagne. Prélever les échantillons, finalement, pendant un mois au bord de l'Amundsen, c'est rapide. Mais au laboratoire, par échantillon, ça prend environ 3 semaines de préparer l'échantillon, de préconcentrer, vraiment de trouver les microplastiques, parce que ça reste des particules minoritaires parmi une multitude de poussières qu'on trouve dans l'air, dans la glace ou dans l'eau de mer. Et donc, il faut les trouver, et après, on les analyse avec des microscopes à haute magnification. On va taper dessus avec un laser, et ça va nous renseigner quel type de plastique c'est. Par exemple, le polyéthylène, le polystyrène qu'on utilise dans tous nos emballages, ou encore des microplastiques issus de l'abrasion des pneus de voiture, des caoutchoucs. OK. Ouf, très intéressant. Je pense que ça va... tu peux avoir beaucoup de travail à faire en revenant au bureau. Donc, je comprends que vous échantillonnez différents types de contaminants. Donc, Lars, le mercure, Jeroen, les microplastiques, Mélanie, plutôt les traceurs qui permettent de voir d'où viennent les contaminants, ultimement. Euh, mais tu sais, j'ai l'impression que ces contaminants, ils sont présents partout autour de nous. Est-ce que c'est le cas? Puis, comment on fait pour les mesurer à bord d'un navire? Je pense surtout au mercure, par exemple. Tu sais, le navire est en métal. Est-ce que c'est difficile de mesurer ça sur un brise-glace? Là, pour le cas, je mesure rien sur le bateau. Pareil, donc je vais juste prélever les échantillons. Et le gros travail commence au laboratoire. Pour nous, ça ne prend pas si longtemps par échantillon, mais on a très peur de contamination. Parce que le mercure, un peu partout, il est dans l'air, parce que le mercure, c'est un métal qui se trouve à l'état gazeux, donc il est dans l'air. Et tous les autres eaux, comparés à l'eau de mer, ils contiennent plus de mercure. Et donc, tout est dangereux pour nous en termes de contamination. Donc, on essaie de minimiser le contact de notre échantillon avec tout le reste autour. Et au laboratoire, à Marseille, on va travailler dans la salle blanche très proprement pour analyser l'échantillon. Il y en a une petite maintenant, une salle blanche ici, qui a été... enfin, c'est très nouveau, très récent. Ça vous permet, dans le fond, de collecter vos échantillons là, sans les contaminer pour pouvoir les analyser plus tard, c'est bien ça? Tout à fait. Je ne savais pas qu'elle est tout récent, mais elle est super. Donc, on reçoit nos échantillons dans des bouteilles qui sont un peu différentes des bouteilles Niskin, qui s'appellent bouteilles GoFlow. Ils sont propres, ils sont un coating en téflon à l'intérieur pour le rendre plus propre. Il n'y a pas d'élastique à l'intérieur. Mais dès qu'ils arrivent à bord, bien sûr, l'endroit où on travaille, dans le moon pool, il y a de la poussière partout, donc on veut le protéger. Donc, directement, on va le transporter dans la salle propre où tu nous aides des fois. Pour tenir la porte, Ouais. parce qu'il y a un petit sas entre deux. C'est une salle qui est toute blanche à l'intérieur. Il y a des filtres, il n'y a que de l'air filtré qui rentre.
Elle est en surpression. Il y a une petite sas avant qui nous permet d'éviter que l'air sale et les particules rentrent et on peut travailler proprement. Parfait. Oui, ben effectivement, je pense que quand on s'est tous présentés, j'ai pas parlé de mon rôle à bord à moi, qui est entre autres d'opérer ce qu'on appelle une rosette qui permet d'aller chercher de l'eau de mer à différentes profondeurs. Donc, c'est cette eau de mer, en fait, qu'on récolte, puis que finalement, Lars, par exemple, va utiliser pour ses expériences. Et oui, j'aide en tenant la porte de temps en temps pour passer les bouteilles de l'extérieur, en passant par le sas vers la salle blanche, pour éviter la contamination. Et toi, Mélanie, comment ça se passe d'échantillonner des traceurs? Quand j'entends ça, je dois t'avouer que non, ça me parle pas. C'est normal. C'est toujours, on a toujours des difficultés à faire passer le message sur les traceurs parce que c'est vrai que ça parle moins aux gens que le mercure ou les microplastiques, c'est clair. En termes d'échantillonnage, en fait, c'est très similaire à ce que fait Lars, c'est-à-dire que nous, c'est donc moi, c'est le beryllium, le thorium et ma collègue et mon collègue qui ont participé aussi au leg d'avant, donc Catherine Jandelet et Mustapha Belhadj, ils font le néodyme. Donc, le néodyme, comme un des isotopes du beryllium, ils sont présents dans la croûte continentale. Et donc, dès qu'il y a de la poussière, il y a une possible contamination. Et donc, il y en a beaucoup plus dans notre environnement à bord du bateau que dans l'eau de mer. Ah oui, fait que mettons du sable qu'on aurait traîné dans C'est ça, poche de voyage. ouais, quand on est sur nos manteaux, on se frotte à tout ce qui est dans le bateau, en fait, est relativement sale. Ouais. Donc, pareil, on fonctionne. Donc, c'est pas aussi propre que la salle blanche avec air filtré, etc. Mais c'est un labo que mes collègues ont entièrement nettoyé lorsqu'ils sont arrivés au précédent leg, qu'ils ont couvert de plastique pour éviter qu'il y ait des quelconques points de rouille qui tombent sur nos paillasses. Et puis, on a tout pendant 3 mois, en fait, avant la campagne, on a lavé tout le matériel qu'on utilise à l'acide et à l'eau Minicu pour pouvoir s'assurer que tout ce qu'on allait utiliser était propre. Et ensuite, on protège un maximum nos échantillons, c'est-à-dire qu'à la Niskin, quand on récupère l'eau, on la met dans des bidons et puis aussi vite que possible, on court avec nos bidons de 10 litres parce que c'est lourd, on a besoin de gros volumes pour réussir à mesurer une toute petite quantité qu'on a dans l'eau de mer. Et donc, on arrive à notre labo et puis là, on travaille sous hotte, on met des gants, on a des blouses, enfin, on essaie vraiment d'être au plus propre possible avec ce qu'il est possible de faire sur le bateau. Puis après, on fait une partie du protocole ici pour passer surtout, en fait, pour réduire nos volumes de 10 litres à 50 millilitres. Donc, ça s'appelle de la préconcentration. En gros, on récupère nos éléments dans une phase solide et puis on siphonne l'eau de mer qui retourne à l'eau de mer finalement. Et on fait le traitement, la fin du traitement en laboratoire à Toulouse. Et ça nous prend un peu comme Irun, pas mal de temps par échantillon. Donc voilà. On travaille un peu à l'aveugle, du coup, on ne sait pas à quel point on respecte. Enfin, normalement, voilà. On aura des indicateurs pour nous dire si on a bien bossé à bord, qu'on a bien respecté toutes les règles. Donc, ça prend vraiment beaucoup d'eau pour avoir une toute petite quantité de ce que toi tu utilises. C'est ça. Puis, j'ai rien à bord pour le mesurer directement, donc c'est un peu à l'aveugle. Ouais, je pense que ça, c'est les contaminer nos échantillons, c'est quand même un sujet récurrent là, quand on parle entre nous à bord du navire là, de « Ah oui, moi, il faut que je porte un sarrau, moi, il faut que je porte des gants, moi, il faut que je fasse attention. Par exemple, on a fait de l'échantillonnage de glace de mer pendant ce leg-ci, donc couper des carottes sur la glace de mer. Puis avec ça, vous aviez une table particulière pour vos échantillons. Je crois que Lars aussi était tout en plexiglas. Une table metal-free, quoi. Ouais, donc une table en plexiglas juste pour couper des carottes. Moi, j'étais très curieuse de savoir comment vous coupiez ça. Oui. Je m'imagine une scie en métal, mais j'imagine que non. Si, en fait, j'avais pris contact avec une experte de la banquise, mais antarctique, Delphine Lenuzel, de Hobart, de l'université de Hobart, qui m'avait dit qu'elle utilisait des scies en titane. Et j'avais réussi à trouver un site canadien, d'ailleurs, qui vendait des scies à neige
en titane. Donc j'avais pris ça et au cas où ça ne marcherait pas, parce que je savais que ça pouvait être compliqué de scier la glace, Ouais. j'avais aussi une scie japonaise et puis une scie à os de boucher. Voilà, donc je suis venue avec beaucoup d'équipements pour m'assurer que j'allais pas sur la banquise me dire « Ah, mais non, mais j'y arrive pas. » Ouais, ça devait quand même demander une grosse préparation là, avant l'expédition, de s'assurer d'avoir tout l'équipement nécessaire. Là. J'imagine que vous en avez tous, vous y avez tous goûté un petit peu. Oui, bien sûr. Et si je peux rebondir sur cette affaire de contamination, c'est rigolo pour moi d'entendre mes collègues amoureux de plastique avec leur salle blanche en plastique, leur Ouais. table de découpage en plastique, les gants en plastique. Ben, pour moi, Tout ce qu'il faut pas. ça va pas. Ça contamine mes échantillons. Et donc, je ne peux pas partager un espace avec eux pour manipuler mes échantillons à moi. Et donc, pour tous les prélèvements en plastique, microplastique, on évite justement les plastiques. Donc, moi, j'ai des bouteilles en verre. Quand on échantillonne l'eau de surface depuis le Zodiac ou la barge, on met les mains nues à l'eau avec les bouteilles sans gants. C'est quand même de l'eau à moins de 2 degrés, donc ça pique. Et pour les carottes de glace, c'est la même chose. On manipule la carotte de glace sans gants. Et les jours où il y avait du vent sur la banquise, c'était vraiment très dur. On se tenait entre collègues, les mains nues entre les découpages pour réchauffer un peu. Ah, c'est excellent. Donc, ma prochaine question, quand j'entends le mot contaminant, ça vient souvent avec une connotation assez négative, là. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les contaminants que vous étudiez, ils sont vraiment néfastes pour l'environnement, pour les animaux marins, par exemple, pour les poissons? Est-ce que ça remonte dans la chaîne alimentaire? On entend parfois parler de bioaccumulation. Est-ce que ça existe réellement? Pouvez-vous m'en parler, s'il vous plaît? La définition d'un contaminant en soi, c'est juste la présence d'un élément ou un composé à plus forte dose qu'il devait avoir naturellement. Pour le microplastique, je pense naturellement, il ne devait pas toujours en avoir. Et là, si on a une contamination. Pour le mercure, on en a naturellement. On ne sait pas très bien combien. Et à cela, on a ajouté une quantité de mercure qu'on ne connaît pas non plus. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Et de là, on peut passer au mot polluant, et c'est quand un contaminant a un effet avéré sur la biologie. Et ça, pour le mercure, c'est le cas. Je pense pour le microplastique, il y a aussi des études qui montrent ça. Et oui, la quantité de mercure, par exemple, dans l'eau de mer, on parlait tout à l'heure, elle est très petite. C'est difficile à mesurer, pour le microplastique aussi. Et plein d'autres contaminants. Et donc, pourquoi on le mesure quand il n'y a quasiment rien? C'est parce qu'il y a cet effet de bioaccumulation, biomagnification, donc la concentration d'un contaminant à toute petite dose au début de la chaîne alimentaire, à de très fortes doses au bout de la chaîne alimentaire. Donc ici, les phoques, les ours polaires, par exemple. Et on parle des facteurs pour le mercure dans l'ordre de 50 millions de fois. Donc 50 millions de fois, on multiplie la quantité que se trouvait initialement dans l'eau de mer. Et la toute petite quantité au début, c'est ce qu'on essaie de mesurer. Et le facteur de 50 millions de fois, c'est entre l'eau de mer et un animal marin de plus grande taille? Le bout, donc vraiment le prédateur qui est au bout de la chaîne alimentaire. Au début, on parle d'un phénomène qui s'appelle la bioconcentration. C'est le passage de l'eau au phytoplancton, donc de non-vivant vers le vivant. C'est déjà une très forte concentration pour beaucoup d'éléments. Et après chaque niveau élémentaire, donc c'est des plus gros poissons qui mangent de plus petits, à chaque fois, ils vont retenir la contamination et l'amplifier à des fois de concentration qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes, mais aussi pour le consommateur humain. OK. Puis est-ce que c'est la même chose pour les microplastiques? Oui, de deux façons différentes. Il faut distinguer les macroplastiques, c'est-à-dire les débris de plastique, souvent des filets de pêche, des bouteilles, toutes sortes d'objets de large taille qui peuvent étrangler les animaux marins. Ça, c'est bien connu. Il est estimé aujourd'hui dans les océans du monde que 20% de la faune marine est impactée par les macroplastiques, étrangulation, ingestion, ça bouche l'estomac, etc. Donc, c'est déjà assez grave en soi.
Et donc, ces objets de macroplastiques, tôt ou tard, ça fragmente à une vitesse lente, mais certaine, ce qui va donner les microplastiques. Euh, et les microplastiques, quand ça atteint une taille toute petite, en dessous de 10 micromètres, donc une dixième de la taille de nos cheveux, ben, ça peut être ingéré ou inhalé. On peut les respirer également, mais ingéré, ça peut traverser l'intestin pour rentrer dans le sang et se distribuer dans tous les organes. Donc ensuite, dans nos organes, c'est pas forcément le microplastique en soi qui est nocif, mais c'est les molécules toxiques qu'elle contient. Donc toutes les plastiques, pendant la fabrication, contiennent ce qu'on appelle des additifs. C'est des molécules qui vont leur donner leur propriété, la plasticité, leur couleur, leur longévité. Mais malheureusement, à l'intérieur de nous, ou même dans l'eau, dans l'environnement, ces additifs vont sortir des microplastiques. Et des additifs très connus sont par exemple les phtalates ou le bisphénol A. Et toutes ces composés toxiques, elles ont des effets néfastes sur des organismes qui sont très très bien connus. Donc ça passe, c'est des perturbateurs endocriniens, ça joue sur la fertilité, certains sont cancérigènes. Et donc, les microplastiques qui rentrent en contact et qui rentrent dans les cellules de nos organismes vont malheureusement contribuer à tous ces problèmes et ces maladies potentielles. C'est étonnant à quel point on visualise plus facilement un filet de pêche, un animal pris dans un filet de pêche comparé à tout ce que tu viens de nous décrire, qui est pourtant... on se sent concerné quand on comprend qu'on peut les respirer, ça rentre dans notre sang. C'est quand même assez néfaste de ce que j'en comprends. Tout à fait. Là, autour de la table, on ne les voit pas, mais ils sont dans l'air autour de nous. On les respire par milliers par jour. Ils rentrent dans nos poumons, ils peuvent rentrer dans notre sang. Ça nous irrite, on ne le sent pas, mais c'est des vrais effets inquiétants pour la santé humaine. Puis est-ce que il y a un impact qui est un petit peu différent en Arctique par rapport aux microplastiques? Dans un premier temps, on ne sait pas encore s'il y a autant de microplastiques en milieu arctique que dans les milieux tempérés, là où sont les pays pollueurs. Pour les macroplastiques et les larges fragments de microplastiques, ce que j'ai vu dans la littérature, il y a une trentaine d'études sorties déjà, c'est qu'il y a un peu moins de présence que dans les basses latitudes américaines, africaines ou européennes, par exemple. Et peut-être pour continuer, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est de comprendre l'origine des plastiques et microplastiques dans le milieu arctique. Parce qu'il y a de multiples voies par lesquelles elles puissent arriver ici. Évidemment, les courants océaniques qui peuvent apporter les macro-objets, les bouteilles, les conteneurs, toutes sortes d'objets qu'on trouve sur les plages à travers le monde. Mais il y a également les rivières. L'Arctique, c'est un océan relativement petit qui est entouré de continents avec de très très importants fleuves. Et donc ces fleuves drainent des endroits occupés par l'homme à des altitudes, des latitudes plus basses. Et donc elles peuvent apporter pas mal de plastique et de microplastiques. Et la troisième voie, c'est l'atmosphère. Ça, on le sait depuis peu de temps, depuis 5 ans, que les petits microplastiques peuvent arriver par les courants d'air, par le vent. OK. Puis toi, Mélanie, tes études en lien avec les traceurs, est-ce que ça te permet aussi d'aider à voir d'où viennent les microplastiques? Bah, c'est ça, nous, parmi nos traceurs, en fait, on a deux types de traceurs. On en a un deux qui ont plutôt le rôle de chronomètre, donc c'est les isotopes du beryllium et du thorium. Les isotopes du thorium, ils vont nous permettre de chronométrer soit des flux de particules qui chutent dans la colonne d'eau et qui permettent de quantifier la séquestration des éléments chimiques et notamment du carbone. Donc, voir ça prend combien de temps. Voilà, C'est ça. exactement. Enfin, quel est le flux de carbone qui est soustrait pour une très longue période de temps vers le sédiment, en fait, et qui a peu de chances de repartir dans l'atmosphère. Et ces isotopes-là, donc du thorium, ils nous permettent aussi de chronométrer la vitesse à laquelle l'érosion se fait, de façon vraiment globale, dans le sens toute source confondue, c'est-à-dire provenant de la fonte de la banquise, des rivières, du sédiment, etc. Et l'ajout du beryllium, donc c'est vraiment le projet de recherche sur lequel je travaille, il y a un des deux isotopes, le beryllium 10, qui lui est produit dans l'atmosphère. Donc il a une source purement atmosphérique.
et il va se déposer avec les pluies, la neige, les aérosols soit sur la surface de l'eau, soit quand elle est englacée, donc sur la glace. OK. Et lui, donc en le mesurant dans l'eau de mer, on va pouvoir discriminer, ou en tout cas vraiment séparer la fraction qui provient des apports atmosphériques. Et c'est une chose qui est encore mal contrainte. Et à partir de ça, en fait, quand on arrive à un flux de beryllium atmosphérique ou de thorium continental, et qu'on connaît les ratios de ce thorium ou de ce beryllium, soit dans l'atmosphère ou dans le continent, eh ben, on peut remonter à un flux de plein d'autres éléments chimiques. On peut remonter, si on connaît le rapport beryllium-mercure, par exemple, dans la glace, on peut remonter au flux de mercure qui va vraiment être issu des apports atmosphériques lors de la fonte de la banquise. Wow, puis c'est Donc, vraiment... l'idée, c'est d'arriver à leur apporter cet aspect chronomètre. OK. Puis c'est vraiment cet élément-là là, qui te permet d'identifier ça et pas un autre. Non, c'est ça. Alors, c'est des éléments radioactifs et c'est justement dans leur propriété radioactive et qui a une dimension temporelle que les éléments non radioactifs n'ont pas et qui permet justement de quantifier un flux, c'est-à-dire que la dimension temporelle permet de quantifier un débit. Ouais. Et donc, à la concentration, quand on couple un débit, on arrive à un flux. Et ces flux, il n'y a pas beaucoup de moyens, en fait, de les mesurer, surtout dans des endroits reculés comme l'Arctique. Non, c'est certain. Fait que c'est ce principe là, de demi-vie de radioactivité là, que les gens ont peut-être déjà entendu parler. C'est ça, exactement. Ouais, parfait. Comme la même, dans le fond, il y a souvent de la datation au carbone 14. Voilà. C'est un peu... C'est sur les mêmes propriétés, voilà. Il y a un aspect chronomètre. On peut remonter à une dimension temporelle, hein, c'est ça. Parfait. Puis j'avais une autre question pour toi, Mélanie. Donc, toi, tu es déjà venue à bord de l'Amundsen. C'était en 2015, c'est ça? En 2015, c'est ça, oui. 2015, ça fait plusieurs années quand même. Tout à fait, oui. À l'époque, j'étais en post-doctorat, donc à l'Université de Colombie-Britannique, avec un géochimiste et une physicienne, donc Roger François et Suzanne Allen. Et puis, Roger François était PI d'une mission Géotrace, qui se passait, pareil, un peu dans le même coin, un peu plus centré mer du Labrador, baie de Baffin et archipel canadien-arctique. On n'est pas allé aussi nord. C'est là que je me suis formée justement à l'analyse des isotopes du thorium avec Roger François. Donc oui, je reviens sur des lieux certes connus, mais certaines choses ont changé. Par exemple, on ne peut plus boire d'alcool à bord du tout. Ça c'était pas le cas en 2015. Non, ça a changé. Il n'y avait pas ce magnifique laboratoire propre non plus. Après, il y a toujours la même... je me rappelais d'une cuisine extraordinaire et c'est toujours le cas. Une ambiance entre l'équipage et les scientifiques qui avait été très très bonne à l'époque et je trouve cette année encore vraiment bonne. Donc non, je suis hyper contente de revenir à nouveau à bord. C'est le fun d'entendre. Ouais. C'est sûr qu'on mange bien. Ah ouais, c'est clair. C'est hyper L'équipage important. nous aide bien aussi. Hein, c'est Ouais. toujours apprécié. Ouais. On est presque rendu à la conclusion de notre épisode. Donc, c'était pas... C'était un petit épisode pour fournir une introduction, en fait, aux contaminants. Puis avant de quitter, j'aimerais savoir si vous avez chacun un petit message que vous voudriez laisser à nos auditeurs ou un petit... je sais pas, quelque chose que vous aimeriez découvrir sur Legacy ou que vous avez déjà découvert ou quoi que ce soit qui vous inspire, que vous avez envie de partager. Je sais pas, j'aurais envie de partager le privilège qu'on a d'être dans ces régions-là du monde et qui sont complètement extraordinaires, en particulier dans cette région du détroit de Nares où on voit vraiment les côtes canadiennes et groenlandaises très fréquemment, ce qui est pas toujours le cas dans nos campagnes parce que c'est souvent qu'on fait de l'océan du large et donc on a pendant des fois 6 semaines que de la mer à perte de vue autour de nous. Et du brouillard. Et du brouillard. Donc là, moi j'aurais envie de partager vraiment la beauté de ces lieux-là et voilà. Super. Et toi, Lars? Je ne vais pas parler de Mercure, mais plus de changement climatique. Si on travaille sur la glace, c'est magique, c'est marcher sur un océan. Et je pense beaucoup de collègues ont la même expérience quand on marche sur la glace. On a une petite mélancolie à chaque fois parce qu'on sait que la glace va disparaître. Et dans quelques décennies, ça ne va plus être possible, au moins en été.
Et donc, je pense aux gens qui dénient encore aujourd'hui les changements climatiques. Il faut venir ici et voir. Et je pense les marins qui sont depuis des années sur des bateaux qui vont dans l'Arctique, ils se rappellent que c'était différent avant. Ils voient les changements en temps réel. Jeroen? Oui, sur les plastiques, c'est quand même très important de parler de notre consommation de plastique tous les jours, chez nous à la maison, comme sur l'Amundsen, sur le bateau. C'est vraiment en train de devenir une problématique globale. Les scientifiques découvrent la présence des plastiques et microplastiques vraiment dans tous les milieux du monde. Ça va de l'Antarctique au mont Everest, au grand fond océanique. Parce qu'on utilise trop de plastique, surtout les plastiques à usage unique. Et donc, si vous écoutez cette émission chez vous, donnez une petite pensée à ça. Comment, chez vous, améliorer votre consommation de plastique? Buvez-vous de l'eau de robinet ou plutôt de l'eau en bouteille? Est-ce que vous achetez en vrac les céréales, les pâtes, le riz, etc. Essayons tous de faire un petit effort pour rendre ce monde mieux pour nos enfants. Tout à fait. Ben, merci beaucoup à vous trois, Jeroen, Lars-Erik, Mélanie. J'ai vraiment apprécié notre discussion d'aujourd'hui. C'était très, très instructif et très amusant. Merci Merci, à toi. Et merci à toi et à Amundsen. Merci. Puis merci aussi d'avoir trouvé le temps parce que je sais que l'emploi du temps sur le navire, c'est pas toujours facile. On a des horaires parfois assez fous, mais on l'apprécie beaucoup. Je tiens finalement à remercier nos auditeurs de nous avoir écoutés et de nous avoir rejoints dans ce voyage à bord du NGCC Amundsen. Merci. 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 Merci Amélie pour cette discussion très intéressante sur les contaminants en Arctique. C'est assez incroyable toute la préparation et les étapes que ces scientifiques doivent suivre pour échantillonner sans contaminer leurs échantillons. Nous espérons que vous avez apprécié la discussion d'aujourd'hui et resterez à l'écoute pour le prochain épisode, aussi enregistré durant ce leg dans l'extrême arctique. Vous pouvez continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux et nous écrire à media@as.ulaval.ca pour toute question ou commentaire. Bonne semaine!